Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on repart combien d'années en arrière? On repart 60 ans en arrière. J'ai suivi Oppenheimer. Oui. Mais moi, je ne l'ai pas encore suivi, mais je dois c'est un sorcier. Pourquoi tu dis que c'est un sorcier? Bah, tu vas suivre. Oui. Mais on met la responsabilité sur le projet Manhattan sur son dos. C'était pas lui, hein, c'était l'armée américaine. Lui, il était juste le génie qui a mis tout en musique. C'est lui. Sans lui, les Américains n'auraient peut-être pas conçu à cette époque-là la bombe atomique. Ils l'auraient conçue tôt ou tard. Hein, parce qu'il faut savoir que l'idée même de la bombe atomique part des travaux d'Einstein. Mm-hmm. D'accord? Et donc, lui n'a fait que prolonger, si tu veux, une voie qu'Einstein avait ouverte. Lorsqu'Einstein énonce sa théorie de la relativité, E est égal à mc carré, il est conscient d'une chose, c'est que cette théorie-là, cette simple formule-là, E est égal à mc carré, c'est ce qui a permis aux hommes d'envoyer des fusées et aller sur la Lune. Mais c'est aussi ça qui a permis de créer la bombe atomique. Donc on voit que pour un même savoir, une connaissance fondamentale, tout dépend de l'orientation que l'on donne à la recherche que l'on veut faire. Soit on peut le faire de manière bénéfique pour l'humanité. Envoyer les fusées dans l'espace, ça a permis de mettre sur orbite des satellites, ça permet aujourd'hui aux gens de communiquer à travers la planète entière, ça nous permet de faire reculer le savoir, de mieux connaître comment est-ce que l'univers est constitué, les planètes et tout ça. Et donc on en sait un peu plus sur là où nous sommes, comment est-ce que l'univers dans lequel on est fonctionne, etc. Donc ça, c'est grâce à ce savoir-là d'Einstein. Et puis, il y a aussi le côté sombre, les bombes atomiques d'Oppenheimer. J'ai l'impression que Christopher Nolan fait un petit mea culpa des États-Unis face au désastre qu'ont causé les deux bombes Nagasaki et Hiroshima, quoi. Mais tu sais qu'aux États-Unis, il y a un département au FBI qui regarde les films, en fait. Et vous savez, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque de la guerre froide où, si tu veux, les Américains, les États-Unis ont toujours vu le cinéma comme étant un outil de propagande médiatique. Donc, quand on peut valoriser ou quand on peut un peu porter une entorse à l'histoire pour essayer d'adoucir ou de blanchir un certain côté sombre des États-Unis, ils vont pas hésiter une seconde. Donc, il faut surtout voir ces films historiques-là faits par Hollywood, le voir d'abord comme un film de divertissement et ne pas prendre pour monnaie comptant tout ce que l'on raconte dedans. Parce qu'il y a forcément, quand vous allez voir de vrais historiens, quand vous irez fouiller dans l'histoire, vous allez voir qu'effectivement, il y a des choses qu'on a gommées, qu'on a arrangées ou qu'on a omis de dire. C'est la même chose pour le prochain film de Napoléon qui va sortir. Et avec Ridley Scott. Avec Joaquin Phoenix. Et qui suscite déjà énormément de débats. Parce que dans l'histoire de Napoléon, notamment dans la campagne d'Égypte, c'est pas exactement comme ça que ça s'est déroulé dans le film. Mais évidemment, sur certains aspects, on a été vraiment réaliste. Le réalisateur, Christopher Nolan, a vraiment été réaliste. Mais dans le narratif même de l'histoire, il y a des incohérences, il y a des anachronismes terribles. Mais suivre ces films-là, comme d'abord des moments de divertissement, on vous raconte une histoire, vous suivez. Mais il ne faut pas prendre pour argent, il ne faut pas vous dire que ce qui dit, même si c'est tiré d'événements réels, mais la manière dont c'est raconté, que c'est totalement vrai. Non, ce n'est pas le cas. On repart combien d'années en arrière, Jean-Paul? Donc, j'avais dit 60 ans. Nous sommes le 23 novembre. On repart le 22 novembre 1963. Oui, hier, ça faisait 60 ans que John Fitzgerald Kennedy, le 35e président américain, a été assassiné. C'était à Dallas. À cette époque, ce jour-là, le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, il arrive à Dallas, au Texas, dans le cadre d'une tournée de pré-campagne, parce qu'il prépare l'élection de 1964 qui devrait avoir lieu un an plus tard, et donc il vient pour sa réélection. Et donc le Texas, comme vous le savez, c'est un État très important dans le dispositif électoral américain. Et donc John Fitzgerald Kennedy vient pour essayer il vient faire, pas d'une grande tournée, mais il vient faire ce qu'on appelle des tournées de levée de fonds. Il vient rencontrer l'élite locale, les hommes d'affaires locaux, pour lever des fonds en vue de financer sa campagne présidentielle l'année suivante. Oui, sauf que, donc, il arrive à l'aéroport. Donc, dans un premier temps, le service de sécurité de John Fitzgerald Kennedy veut
mettre à la disposition du président un véhicule totalement fermé, donc dans lequel on ne voit pas les occupants. Mais comme ce jour-là, il fait beau, il y a le soleil, et donc le président dit non, lui veut voir les gens, quoi. Donc on se dit, bon, d'accord, pourquoi pas. Et donc on prend une Lincoln continentale décapotable avec 3 niveaux de siège. Et donc, à l'intérieur du véhicule, s'installent le président et son épouse Jackie, ainsi que le gouverneur Connolly, le gouverneur de l'État du Texas, et son épouse. Et puis devant, il y a le chauffeur et le garde du corps de John Fitzgerald Kennedy, donc les services d'ordre. Et donc, le véhicule arrive tranquillement dans Dallas. Et donc, à partir de là, il va emprunter une ruelle, c'est-à-dire la 5e rue, dans la rue qu'on appelle Dealey Plaza. Et donc, dans cette ruelle-là, il y a une petite bifurcation et c'est entre des gratte-ciel. Et c'est ça la crainte des gardes du corps de président, c'est-à-dire que quand vous avez un véhicule qui est ouvert, ça veut donc dire que le niveau de protection est vraiment amoindri. Et donc, et en plus, vous circulez dans une ruelle où il y a plein d'immeubles, donc le risque au potentiel que quelqu'un puisse être caché là dans un immeuble et tirer sans que vous ne puissiez vous en rendre compte est extrêmement élevé. Et donc, ce matin-là, il n'imagine pas que, évidemment, il y a un tireur ou des tireurs embusqués. Et donc, John Fitzgerald Kennedy, avec le gouverneur Connolly, s'engouffre dans le véhicule et il commence à circuler dans la ville. Et donc, à Dallas, il y a une foule qui est là de part et d'autre de la route et qui acclame joyeusement le président John Fitzgerald Kennedy. Et il faut savoir qu'en 1960, enfin, quand il y a les élections, même en 1959, parce que Kennedy prend les fonctions le 10 janvier 1960, mais quand il y a les élections en 1959, Kennedy a perdu les élections dans le Texas. Et c'était Richard Nixon, qui était son adversaire, qui avait remporté les élections-là. Et donc, pendant les 3 années où il était à la Maison-Blanche, il avait une espèce de, je dirais pas un ressentiment, mais il avait une crainte par rapport aux Texans, qu'il disait qu'il ne l'aimait pas, en fait. Qu'il ne l'aimait pas parce qu'il estimait que pour quelqu'un qui a grandi à New York, ben, tu vois, c'est un peu l'aristocrate bobo, en plus beau gosse, élégant, etc. C'est vraiment à l'antipode du Texan qui est un homme qui, pour la plupart, il vit de l'agriculture, c'est des gens rudes, c'est des gens durs. Voilà, donc vraiment, les Texans, John Fitzgerald Kennedy avait l'impression que les Texans ne l'aimaient pas vraiment, hein, pour ce qu'il était. Et donc, quand il arrive même là, il n'était pas très chaud pour passer par Dallas. Mais, écoute, c'est un homme politique, il doit lever des fonds pour sa campagne et donc il doit passer par Dallas, qui est aussi une ville très importante au Texas. Et donc, il y est obligé. Et donc, il passe et puis, ce jour-là, il est 12h30 heure locale et le 35e président des États-Unis, donc, il passe dans cette ruelle-là de Dealey Plaza, et puis on entend des coups de feu. D'accord ? Maintenant, là aussi, même sur le nombre de coups de feu, entre ce qu'on a filmé, entre les témoignages, il n'y a pas une version qui soit unanime. Et donc, il y a des coups de feu. Le président est touché. Il est touché à 3 reprises, 2 fois sur la poitrine, 1 fois sur la tête. Et donc, le gouverneur Connolly aussi est blessé. Sa femme n'a rien. Donc, et les chauffeurs et le garde du corps qui sont devant. Donc, Jackie Kennedy aussi est indemne, mais elle est éclaboussée par le sang de son mari parce qu'elle était juste à côté de lui. Et donc, ça se produit à 12h30. 30 minutes plus tard, évidemment, son décès sera prononcé par les autorités locales. Alors, donc, très vite, la police se déploie et on arrête un homme, Lee Harvey Oswald, qu'on arrête parce que, en fait, les policiers dans la zone, ils remarquent, selon la version officielle, ils remarquent un type qui n'a pas l'air vraiment très sûr, il a l'air un peu sur ses gardes. Et donc, au début, les policiers font un contrôle de routine parce qu'on vient de tirer sur le président, donc toutes les personnes sont suspectes. Et après, très vite, ils se rendent compte que le monsieur, en fait, il venait de tuer un autre policier qu'il avait dissimulé le cadre. Donc, on l'attrape. Et donc, on se renseigne rapidement de là où il travaille. Et justement, il travaille dans un immeuble
jouxtait justement l'endroit où le président et son cortège devaient passer. Et donc, on se rend compte qu'il travaille dans une espèce de bibliothèque municipale qui est au 35e étage d'un immeuble, là, dans la rue. Et il monte, et pile poil, il tombe, selon le rapport de la police, il fouille l'étage, et à l'endroit même où il y a une fenêtre ouverte, on trouve un fusil et des douilles de balles au sol. Donc, on se dit forcément, c'est lui qui a tué le président. Donc, il devient le suspect numéro 1. Donc, il est arrêté et il est entendu par la police texane. Et comme il a assassiné un président américain, c'est un crime d'État. Et donc, si tu veux, ce n'est plus la police fédérale, ce n'est pas la police locale de Dallas qui a la compétence pour enquêter dans cette affaire. Donc, c'est le FBI. Et donc, l'affaire est confiée au FBI. Et comme le FBI, son siège, c'est à Washington, il faut donc transférer Lee Harvey Oswald de Dallas vers Washington. Sauf que 3 jours plus tard, au moment même où on s'apprête à le transférer, il sort de l'hôtel de police avant de monter dans le fourgon de la police qui devait le conduire à l'aéroport. Eh bien, Lee Harvey Oswald reçoit 3 coups de feu tirés à bout portant. Le gars, il s'effondre et il meurt presque instantanément. Celui qui tire les 3 coups de feu, c'est un homme qui s'appelle Jack Ruby, quelqu'un qui est connu des services de police, mais qui n'est pas connu des services de police pour des faits de meurtre. C'est quelqu'un qui est connu pour les services de police parce que, en fait, il a travaillé avec l'équivalent de la mafia locale de Dallas. Il était un peu un espèce de recouvreur de tout ce qui était des prêteurs sur gage. Donc, quand la mafia avait besoin de récupérer de l'argent quelque part chez des gens qui ne voulaient pas s'acquitter de leurs dettes, eh ben, on appelait Jack Ruby parce que c'est quelqu'un qui est tout rondelet, un peu imposant physiquement et qui cogne fort. Donc, ce Jack Ruby est envoyé et régulièrement utilisé par la mafia pour aller récupérer de l'argent. Et comme la mafia locale, elle a des relations avec la police locale de Dallas, donc c'est quelqu'un que la police connaissait parce qu'il voyait, certains même, ils travaillaient dans une boîte de nuit, dans un club dans lequel énormément de hauts cadres de la police, notamment le chef de la police de Dallas, venaient régulièrement. Donc, c'est quelqu'un qui était connu, dont l'identité était connue des forces de police locales. Alors, Jack Ruby, il est immédiatement arrêté. Alors, quand on lui demande pourquoi est-ce que tu as tiré sur Lee Harvey Oswald, lui, il estime que il a tué son président, que lui, il adorait Kennedy. Et donc, quand on lui a dit que Kennedy a été assassiné par Lee Harvey Oswald, en quelque sorte, il a vu rouge et donc il a décidé de venger en quelque sorte John Fitzgerald Kennedy. Mais après, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. L'affaire paraît un peu plus complexe. Ensuite, bien entendu, un ensemble de théories vont commencer à émerger. Et donc, pour mettre un terme à cela, le Sénat va mettre en place une commission qui va être dirigée par un sénateur de l'époque très influent, le sénateur Warren. Et même cette commission va s'appeler la commission Warren. C'est une commission qui va être montée pour, si tu veux, faire la lumière sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et 1 an plus tard, à peu près, cette commission donc, va sortir son rapport. Malheureusement, pour l'histoire, c'est que la conclusion sortie par le rapport a créé encore plus d'interrogations que de réponses. Et donc, parce que pour déjà la commission Warren, il n'y a pas eu plusieurs balles qui ont été tirées sur John Fitzgerald Kennedy. C'est une seule balle qui a été sur John Fitzgerald Kennedy. Et donc, ils ont émis une théorie qui a totalement défié toutes les lois de la physique de l'époque, qu'on appelait la théorie de la balle magique. C'est-à-dire une balle qui a été tirée, qui est passée par le président qui est passée par le sénateur Connolly, puis a été déviée à l'intérieur de son corps pour ressortir dans son dos et aller toucher le président Kennedy. Et donc, c'est cette balle-là qui aurait à la fois blessé ce gouverneur Connolly et tué le président John Fitzgerald Kennedy, qui serait donc à l'origine de ce drame. Et donc, c'est Lee Harvey Oswald qui serait l'auteur de cette balle-là. Bon, sauf que lorsque les policiers sont revenus au 35e étage, là où se trouvait l'arme qui a été retrouvée, ce n'est pas une douille qu'on a trouvée au sol, c'est 3. Deuxièmement, les témoins que l'on a vus, qui étaient présents, ont tous dit qu'ils ont entendu plusieurs coups de feu. D'accord ? Et quand on regarde les images,
on voit que John Fitzgerald Kennedy est touché à plusieurs reprises. Même si jusqu'à présent, le rapport balistique, son autopsie, tous ces éléments-là n'ont toujours pas été rendus publics. Il y a eu au cours des années des fuites, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de rendu officiel. Et puis, il y a aussi donc, il y a ce problème-là. Donc, quelle est la cause? On sait que John Fitzgerald Kennedy a été assassiné par balle. Mais quelle est la balle qui l'a tué? C'est certainement celle qui l'a touché au visage. Mais qui l'a tiré? On dit que c'est Lee Harvey Oswald. Or, certains témoins, de par l'emplacement où était Lee Harvey Oswald, ceux qui étaient au plus proche du cortège, estiment qu'il y avait d'autres tirs qui avaient été tirés à d'autres endroits. Donc, d'autres théories disent notamment qu'il n'y a pas eu un seul tireur, mais plusieurs tireurs. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore avec, plus de 60 ans après, on ne connaît pas avec certitude les conditions, en fait, les conditions dans lesquelles, réelles de la mort de John Fitzgerald Kennedy. Et derrière, on apprend aussi, par la suite, que John Fitzgerald Kennedy, avant, quand il était candidat, eh ben, il était proche, malheureusement, des milieux de la pègre, notamment de la pègre de Las Vegas, et que c'est par l'entremise d'un autre artiste très célèbre américain, d'origine italienne, Frank Sinatra, que ce dernier aurait été en contact avec les membres de la pègre. Frank Sinatra, qui a vécu une grande partie de sa vie à Las Vegas, puisque c'est là-bas où il faisait la plupart de ses concerts, on sait qu'il fricotait avec les gens de la mafia, parce que c'était la mafia qui tenait la plupart des casinos de Las Vegas. Et donc, c'est, selon certains historiens, par l'entremise de Frank Sinatra, que John Fitzgerald Kennedy aurait été mis en contact avec les gens de la mafia pour que ces derniers puissent financer sa campagne électorale de 1959. Alors, est-ce que, malheureusement pour la suite, une fois que John Fitzgerald Kennedy va arriver au pouvoir, il va s'éloigner de Frank Sinatra? Frank Sinatra va vivre ça, va prendre ça très très mal. C'est quelqu'un qui était particulièrement amer vis-à-vis de John Fitzgerald Kennedy. Les dernières années de vie de John Fitzgerald Kennedy, il n'était plus en contact, il n'avait même plus accès à la Maison-Blanche. Et donc ça, c'était un ressentiment. Est-ce que derrière, il y aurait eu une volonté de se venger? Quel accord John Fitzgerald avait avec l'univers de la mafia? Ça aussi, c'est une question. D'autres questions disent que peut-être que c'est lié à Marilyn Monroe. Elle aussi, on le sait, qui décédera 2 ans plus tard, en 1965, dans des conditions aussi véritablement pas élucidées. Tout ça, là, c'est pour tourner. Les Américains ne veulent pas dire la vérité. Ils ont la vérité. Ils ont la vérité, mais la seule façon de le savoir, serait de désarchiver toutes les informations, toutes les informations en possession par aussi bien la CIA que le FBI concernant cette affaire. Malheureusement, depuis Bill Clinton, faut pas l'oublier, en 1996, il en avait fait une promesse de campagne. Il avait pris même un décret disant qu'en l'an 2000, donc on est en 96, il dit qu'en l'an 2000, on va déclassifier des documents. C'est vrai que depuis l'an 2000, on a déclassifié certains documents. Mais les documents qui ont été déclassifiés n'ont pas permis de faire avancer véritablement la vérité. C'est-à-dire que ça n'a fait que confirmer quelques 2 ou 3 petites choses que l'on savait, mais le fondement même de savoir quel pourrait être ce qui permettrait de savoir avec certitude les causes de la mort, ce qui aurait déclenché l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, reste encore aujourd'hui totalement une énigme. Donc, ce qui est sûr, c'est que on le saura peut-être un jour, mais apparemment, le gouvernement américain estime que 60 ans plus tard, cette question-là reste encore extrêmement sensible et donc ne peut pas faire l'objet d'une divulgation ou d'un rendu public. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.